Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le gouvernement tchadien souhaite l'implication de tous les acteurs dans l'organisation du dialogue national inclusif, événement d'une importance cruciale pour le pays dont l'aboutissement sera la proposition d'une nouvelle constitution. En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières appellent à apporter un soutien socio-économique aux victimes de violences sexuelles dans le pays. Les femmes et les filles constituent le groupe le plus affecté par le phénomène. En 2020, elles représentaient 98% des survivants pris en charge par l'ONG. Et mise en service du nouveau système de contrôle des fonds publics en Guinée équatoriale. L'application Conbo, mise en service par le Conseil du Trésor général, vise à optimiser la gestion de tous les effets de valeur en temps réel. Mais tout d'abord, c'était journée de vote ce dimanche 18 juillet à Sao Tomé et Principe. Les Santoméens étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. 19 candidats étaient en lice pour ce premier tour, soit trois fois plus de candidats qu'il y a 5 ans. C'est finalement Guilherme Posser da Costa qui représente le mouvement pour la libération de Sao Tomé et Principe, le parti au pouvoir pour cette élection. Il est annoncé comme favori pour la succession du président sortant Evaristo Carvalho qui ne s'est pas représenté. Autre personnalité en vue qui participe à la course à la magistrature suprême, Carlos Villanova, le candidat de l'opposition de l'Action démocratique indépendante, et Delfim das Neves, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Au Tchad, le gouvernement veut accélérer la mise en place du comité chargé d'organiser le dialogue national inclusif. L'objectif est de doter rapidement le pays d'une nouvelle loi fondamentale et aller vers des élections libres, transparentes et apaisées. Une vision partagée par les forces vives de la nation qui exige un consensus et une transparence dans l'organisation du dialogue. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le gouvernement de transition a appelé les forces vives de la nation à participer à l'organisation d'un dialogue inclusif. Selon le Premier ministre Pahimi Padaké Albert, les Tchadiens attendent un dialogue franc et sincère, basé sur l'unité nationale et la stabilité, en vue d'écrire une nouvelle page de l'histoire du pays. Il estime que le dialogue est primordial pour aller vers les élections libres, transparentes et apaisées. Les Tchadiennes et les Tchadiens, tout courant confondu, sont spontanément et profondément convaincus aujourd'hui que le dialogue inclusif est la meilleure voie, plutôt la seule voie pour une conclusion heureuse de la transition en vue des élections libres, démocratiques et transparentes, capables de garantir la paix dans notre pays. Le gouvernement de transition estime qu'il faut préserver les acquis politiques, démocratiques et sécuritaires pour prouver au monde que le peuple tchadien aspire à la paix et au progrès. Une vision partagée par des acteurs de la société civile et partis politiques qui ont à cet effet exigé une transparence absolue dans l'organisation de ce dialogue national censé jeter les bases des nouvelles institutions de la République. Notre première chance, c'est que les Tchadiennes et les Tchadiens, par-delà leur diversité, sont fiers d'être Tchadiens et ont un attachement instinctif à l'unité nationale. Notre unité domine de loin nos divisions. L'annonce gouvernementale semble avoir apaisé les tensions sociopolitiques dans le pays. Elle a de facto relancé les pourparlers en vue de la mise en place d'un comité d'organisation consensuelle de ce dialogue très attendu. Les organisations de la société civile et les partis politiques ont 2 semaines pour désigner leurs représentants au comité. Toujours dans l'actualité, ce samedi 18 juillet, s'est clôturé à Luanda le sommet de la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise. L'Angola a pris la présidence tournante de cette organisation composée de 9 États membres, dont le Mozambique. Le Mozambique, dont la situation sécuritaire dans le nord-est du pays inquiète. Le conflit qui prévaut dans la région de Cabo Delgado a été l'un des points clés abordés lors de ce sommet. Pour l'heure, aucun
soutien concret de l'organisation n'a été décrété, mais au niveau de la sous-région, le président mozambicain a récemment officiellement sollicité le soutien des pays membres de la SADC pour tacler l'insurrection djihadiste dans le nord de son pays. La mission du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine a achevé sa visite de 4 jours au Mali ce vendredi 16 juillet. La délégation s'est entretenue avec plusieurs autorités du gouvernement de transition au sujet notamment de la tenue des prochaines élections. Aïssa Toubari. Les élections se tiendront fin février 2022 au Mali. C'est la garantie que vient d'obtenir le CPS, Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine, au terme d'une visite de 4 jours à Bamako. Une autre assurance, et non pas des moindres, la fin des restrictions imposées aux anciens présidents et premiers ministres Badaw et Mokhtar Ouane, renversés et en résidence surveillée depuis fin mai. Le gouvernement de la transition entend améliorer la situation sécuritaire du pays, apaiser le climat social et procéder aux réformes nécessaires avant d'organiser les élections prévues. La création de l'organe unique de gestion des élections permettra de minimiser les contestations post-électorales. Durant cette visite, le Conseil de l'UA a rencontré des cadres des partis politiques locaux. Il faut souligner que la mission du CPS vise à apprécier les progrès réalisés dans la conduite de la transition et à explorer les voies et moyens pour accompagner les efforts du gouvernement pour la réussite de la transition. Sur le plan du travail, c'est vrai que la CENI n'est pas encore en place, mais le gros du travail est fait par la délégation générale aux élections et le ministère de l'administration territoriale. Donc, au plan technique, on peut être prêt dans les délais. Il reste le plan politique parce que les discussions qui se mènent sont politiques. Faut-il ou pas un organe unique de gestion? Quel va être son ancrage? Qui pour diriger, ainsi de suite? Voici le débat qui risque de faire durer en longueur, mais pour le reste, il est possible de respecter techniquement les délais. Devant cette mission, le gouvernement malien a exprimé son souhait de voir la suspension du Mali levée en concertation avec la CEDEAO et a demandé également l'appui technique et financier des partenaires pour l'organisation des élections. L'ONG Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme contre les violences sexuelles commises en République démocratique du Congo. En 2020, l'ONG affirme avoir pris en charge près de 11 000 victimes dans 6 des 26 provinces du pays où le viol est considéré comme une arme de guerre, notamment par les groupes armés. Des chiffres alarmants qui ne représenteraient que la partie immergée de l'iceberg. Philomentine et Samantha Sabero. 30 victimes par jour, c'est près de 11 000 victimes de violences sexuelles qui ont été reçues par les structures soutenues par Médecins sans frontières en République démocratique du Congo en 2020. C'est ce que révèle avec beaucoup d'indignation l'Organisation médicale et humanitaire internationale dans son récent rapport intitulé « La double peine ». Une double peine infligée à 6 des 26 provinces de la RD Congo où le viol, comme arme de guerre, rythme le quotidien des femmes depuis de nombreuses années. La double peine, c'est d'abord la violence physique et physiologique vécue par ces victimes. Et derrière cela, les conséquences à moyen et long terme qui créent la stigmatisation, l'exclusion sociale et pour certaines de ces victimes, la perte de leurs moyens de subsistance. L'ampleur des violences sexuelles en RD Congo n'a de cesse d'être dénoncée par de nombreux acteurs nationaux et internationaux. Et pourtant, l'omerta sur les condamnations continue de peser. La première responsabilité incombe, n'est-ce pas, au gouvernement congolais. Je pense que véritablement, le gouvernement congolais n'a pas mis en place une véritable politique de lutte contre ces violences sexuelles. La lutte contre les violences sexuelles, ce n'est pas de prendre en charge avec des petites politiques, mais c'est de mettre en place toute une politique où la lutte contre l'impunité est efficace. Et quand on dit lutte contre l'impunité, c'est que les commanditaires de ces violences-là, qu'ils soient systématiquement arrêtés, poursuivis devant la justice, condamnés, et qu'il y ait réparation. Et quand on dit réparation, ce n'est pas réparation des ONG, c'est réparation de la prise en charge de l'État avec des politiques, de réparation psychologique et même des réparations aussi financières. D'après un rapport de l'ONU, Organisation des Nations Unies, la plupart de ces actes sont commis dans le cadre d'opérations militaires menées par les forces armées qui opèrent dans le pays. En 2020, une victime sur 5 reçut
dans les structures appuyées par Médecins sans frontières étaient mineurs. La trésorerie générale de la Guinée équatoriale a récemment lancé un nouveau système de contrôle des fonds publics appelé CONBO. Cette application vise entre autres à assurer le contrôle de la sortie et de la vente d'objets de valeur tels que les passeports, bulletins scolaires ou encore les permis de conduire. Marine Tolo nous en dit plus. En Guinée équatoriale, la trésorerie générale met en place un nouveau système de contrôle des fonds publics appelé CONBO. L'application CONBO, mise en service par le Conseil du Trésor général, vise à optimiser la gestion de tous les effets de valeur en temps réel. Cet outil permettra d'assurer le contrôle de la sortie et de la vente d'objets de valeur, passeports, bulletins scolaires, papiers de paiement, cartes DIP et permis de conduire entre autres. Alors la mise en place d'un système comme le CONBO dans la trésorerie d'un pays comme la Guinée équatoriale vise tout simplement à renforcer le système de sécurité des biens qui sont en circulation. La Guinée équatoriale est un pays quand même qui a été depuis quelques années considéré comme un petit émirat. Un émirat saoudien de l'Afrique centrale, c'est dire le nombre d'activités florissantes. L'application CONBO a été créée en raison des difficultés de contrôle dans la casse-titre après avoir enregistré des irrégularités de fraude. C'est par ailleurs la première fois que ce type de contrôle de deniers publics est mis en place au Trésor général de l'État équato-guinéen. L'application viendra ainsi améliorer la gestion des effets de valeur qui a souvent été opérée manuellement. En réalité, cette question de fraude se résume autour des questions de vigilance, des questions de négligence. On pourrait même parler d'un laxisme des autorités ou alors des acteurs, de tous les acteurs qui sont dans la chaîne, n'est-ce pas, de surveillance et de mise en application de certaines normes de surveillance. Voyez-vous, il y a quand même une ingéniosité qui est développée par certains acteurs et qui échappe à l'administration ou alors qui échappe au trésor public. Par ailleurs, la trésorerie générale de l'État estime nécessaire d'informatiser l'application pour garantir un meilleur contrôle. Il servira également à améliorer la collecte et à connaître le stock en temps effectif dans chacune des agences de la trésorerie générale de l'État sur tout le périmètre national et ainsi éviter d'éventuelles ruptures de stock. Initiée par 6 artistes plasticiens, l'exposition Un peu de pagaille attire les curieux à Cotonou au Bénin. Au cœur de cette œuvre, les périodes de crise, notamment celle à laquelle l'ensemble de l'humanité est confrontée depuis plus d'1 an, la pandémie de coronavirus. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Lev Tiono. Initiateur du projet Sac au dos, l'artiste plasticien béninois Eric Mededa et ses confrères relancent leur programme de création d'art. Dans son atelier 6 à Cotonou, ils sont 6 plasticiens à avoir présenté leurs travaux pour l'exposition dénommée Un peu de pagaille. C'est une manière pour nous de penser l'humain autrement. Penser l'humain après ou pendant cette période de la Covid-19. Parce que les habitudes ont été revues, beaucoup de choses ont été revues. Quel est cet humain dont on aura besoin demain ou quel est cet humain qu'on aura en face demain? Alors la question est allée là. En fait, je propose une réflexion autour de la mauvaise gouvernance de certains chefs d'État africains. Les créateurs estiment que leurs tableaux et sculptures reflètent les différentes facettes de l'humanité avec la crise à Covid-19. Sika Da Silveira, artiste plasticienne, a questionné l'évolution de l'être dans cette crise sanitaire mondiale. Riche en couleurs, sa série d'œuvres d'art met entre autres en exergue l'élévation, la révolution et l'unité. C'est mon regard sur notre humanité aujourd'hui. On écarte beaucoup de choses, on écarte la connexion au cosmos, on écarte même le fait simplement de s'écouter, de se laisser guider parfois, et pour pouvoir s'élever, parce que c'est en s'élevant qu'on évolue. Et si une personne s'élève, évolue, elle fait évoluer tout ce qui vient après, parce que l'univers est un tout. Je travaille sur ce côté animal de l'être humain qui est en nous des fois. Et quand vous regardez un peu les œuvres, vous allez voir que le bar est resté un peu dans l'ombre, dans l'obscurité. Ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à déterminer totalement l'homme.
Ces artistes plasticiens entendent davantage sensibiliser les citoyens du monde sur l'épidémie du Covid-19 à travers leur création artistique. A noter que la planète entière fait face à une crise sanitaire sans précédent depuis décembre 2019 et le bilan des contaminations et décès durant la pandémie et son évolution demeure inquiétant avec la propagation de nouveaux variants. Des campagnes de vaccination en cours sur tous les continents. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.